y a pas de place pour quoi que ce soit, puisque faut pas oublier que... Quoi que ce soit, ou tu veux dire qui que ce soit? Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Hello, on est Mavic. Et Frédéric. Divorcé, Ouais. amoureux, Heureux. parent de 5 enfants, Et Chiena. expatrié, non pas dit échelade. Pas dit ça, non. Hello. Bon, mon chéri, les relations à distance. Comment on gère une relation à distance? Ça nous est arrivé d'être à distance tous les deux? Ah, plusieurs fois. Ok, pour toi, ça a été un handicap pour nous? Ça a été... Pour moi, il y a plusieurs phases. Il y a une phase un peu euphorique au début, parce qu'il y en a un qui part sur un projet, etc., et l'autre qui est assez excité, emballé sur le projet. Il y a eu des périodes un peu où la distance était un peu pesante, et où il a fallu se réajuster sur certaines choses, échanger sur certains trucs. Et après, moi je trouve que se retrouver après et repartir après sur une autre période ensemble, moi je trouve ça canon. Voilà. J'adore ça. Est-ce qu'avant de revenir à la fin de ce que tu as dit, est-ce qu'on peut revenir? J'adore l'idée des phases. Donc pour toi, au début, il y a une phase d'euphorie. Mais en fait... Il y a une phase d'euphorie et un peu de tristesse, le fait qu'on se sépare, mais d'euphorie parce que celui qui, en général, c'est pour des raisons professionnelles et puis pour un challenge professionnel. Donc, on est toujours content et emballé d'aller découvrir un nouvel environnement, certaines fois un nouveau département, un nouveau pays. Donc, c'est plutôt cool. Donc, on a la phase d'euphorie. Après, pour toi, quelle est la deuxième phase? Donc, euphorie, tristesse. Après. Alors, quand on dit euphorie, tristesse? Tristesse tout petit, euphorie très grand, hein? D'accord, ok. Enfin, on est bien d'accord que ça, c'est pour nous. Je reçois régulièrement des DM, des messages sur mon Instagram de femmes qui me disent « c'est terrible, je dois partir » ou « il doit partir, je n'arrête pas de pleurer, c'est horrible, etc. » Pour nous, ce n'est pas comme ça. En tout cas, il y a vraiment cette phase d'euphorie où on prépare le départ de l'autre, où on vit un peu par procuration ce qu'il va découvrir, expérimenter, où on l'envoie et on dit « n'oublie pas de regarder ci, n'oublie pas de faire ça, etc. » Il y a des listes. Il y a de la tristesse, mais alors je me rends compte maintenant qu'on en parle que peut-être que c'est un de nos mécanismes de défense, en fait, cette euphorie, cette espèce de surpréparation du départ de l'autre. Ouais, c'est possible. Donc, on a euphorie, tristesse. Après, pour toi, quelle est la deuxième phase? Moi, j'ai déjà mon idée, mais pour toi, quelle est la deuxième phase? La deuxième phase, c'est une phase un peu d'ajustement. Parce que il y a une phase où là, l'absence de l'autre commence à peser. Les discussions, des fois, il y a du décalage horaire, etc. Donc, les discussions sont pas toujours... Pour moi, avant la phase d'ajustement, alors moi, j'allais appeler ça phase d'ajustement, mais disons que c'est une phase d'installation. En fait, avant que tout ne pèse, il y a le moment où l'autre arrive à sa destination et il faut qu'il s'installe, il faut qu'il se loge, il faut qu'il découvre son environnement, son boulot. Et celui qui reste doit aussi s'installer dans la nouvelle vie, dans la nouvelle routine, les nouvelles responsabilités, quand on n'a jamais sorti la poubelle et quand on n'a jamais ouvert la boîte aux lettres. Ouais, tu as raison. Et pour moi, après ça, vient la phase d'ajustement. Et en fait, moi, ce que je trouve, c'est que la phase d'installation, c'est une phase où on communique, mais ça demeure une phase extrêmement solitaire, en fait. Je découvre un nouvel univers, tu découvres un nouvel univers et c'est quelque chose qu'on doit vivre seul, qu'on doit assumer en tout cas je suis d'accord. seul. Je n'avais pas pensé à celle-là, mais je suis d'accord, je partage. Okay, mais pour moi, c'était pas de... Je suis d'accord, cette phase existe, mais celle-là, elle est encore... Dans l'euphorie. Peut-être pas forcément dans l'euphorie, mais elle est encore dans la construction du projet. Voilà. Celle dont moi je parlais, c'est la phase où... Tout le monde est installé et... Tout le monde est installé et la distance commence à peser. On se comprend pas sur tout. On n'est pas d'accord sur tout. Si j'avais été là, c'est pas comme ça que j'aurais géré le truc. Où là, on a vraiment une phase qui est un peu compliquée parce que celui qui est là, c'est lui qui doit prendre une certaine décision. Bon, on les partage pas forcément toutes, mais quand on est ensemble, on les partage pas, on discute. Mais sauf que quand on n'est pas ensemble et qu'il y a un décalage horaire, il y a un truc, et que de toute façon, celui qui est là, il doit décider du système. Donc voilà, cette phase-là est un peu plus, il faut pas qu'elle soit trop longue, mais elle existe selon moi où
on n'est plus tout à fait en phase sur tout. Donc voilà. Et je pense que ce qui rend cette phase compliquée, ce sont deux éléments. Un, on sent l'absence de l'autre. Physiquement, l'autre n'est plus là. Il y a plein de choses que dans le quotidien, sans se rendre compte, on règle de façon non verbale. Frédéric va dire quelque chose aux enfants où je vais faire quelque chose au boulot, il va me regarder, je vais comprendre ce qu'il veut me dire et ça va peut-être m'aider à réorienter ma pensée. Pareil, lui, je vais le regarder, il va se dire, ah, il se passe peut-être quelque chose et ça va l'aider à réorienter sa pensée. Donc, il y a plein de choses qui sont réglées de façon non verbale et en fait, l'absence nous oblige à explorer de façon verbale des choses qu'on n'explorait pas de façon verbale. Et là, on se rend compte que finalement, être physiquement tous les deux, ça rend certaines choses plus faciles, plus simples. Donc, il y a ça qui rend cette phase compliquée, cette phase d'ajustement. Mais la deuxième chose, c'est notre ego. La deuxième chose, c'est toutes ces fois où, sans se le dire, on se dit, en fait, ça continue sans moi. En fait, c'est vrai, c'est la vérité. Ouais, tu le sais. Je suis d'accord. Si, tu le sais. Ça continue sans moi. Ça un sentiment d'inutilité. C'est ça. Et pour les gens dont le langage de l'amour, c'est faire des choses pour elles, pour les autres, on est bien d'accord qu'il y a un gros sentiment d'inutilité. Et du coup, ça induit un doute. Est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce que je vais retrouver ma place? Est-ce que ma place existe toujours? Est-ce que je suis vraiment si important que ça? En fait, il y a tout ça et qui généralement demeure du domaine du non-dit. Parce que c'est malvenu d'aller dire à l'autre j'ai toujours de la place ou pas. En fait, Frédéric et moi, on compte sur les doigts d'une main. On a été séparés 3 fois. Une fois 6 mois, une fois 3 mois, une autre fois 6 mois. Ouais, on a été séparés. Je crois qu'on a été encore séparés plus que ça, mais j'oublie. Et une fois un an. On a été séparés plusieurs fois. Alors, même si c'est entrecoupé de vacances et tout ça, mais ça reste quand même un an. Et je compte les fois où Frédéric m'a dit c'était dur pour moi que tu fasses telle chose sans moi, j'aurais voulu le faire avec toi. Et ça a été rare les fois où j'ai dit, là, vraiment, ça me convenait pas, en fait, que tu le fasses sans moi. Parce que c'est pas si facile à verbaliser. Parce que pendant qu'on le verbalise, on se rend compte à quel point ça met le doigt sur nos insécurités, à quel point parfois c'est injuste pour l'autre parce que l'autre est seul et l'autre fait de son mieux. Et on arrive là avec notre grande tronche, mais les fois où on en a parlé, c'était les fois où de toute façon c'était indispensable, sinon on courait à la catastrophe. Donc il y a super, on a 3 phases. Donc euphorie, tristesse, installation et ensuite ajustement. Et après il se passe quoi? Et après on redémarre en fait. Une fois qu'on a passé la phase d'ajustement et tout ça, on continue à fonctionner. En fait, pour moi... les rôles sont répartis différemment et puis on avance. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, là, pour moi, on rentre dans la 5e phase qui est la 5e, en fait. Dans la 4e phase qui est la 5e pour une voiture. C'est le moment où chacun est OK sur la nouvelle façon dont ça fonctionne. On a réussi à trouver notre organisation. On a réussi à rester un couple, même si physiquement, on n'est pas ensemble. Et où, du coup, on crée de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels parce que dans une autre vidéo, on parlait des dangers, de la routine, etc. Pour le coup, quand on est à distance, la routine et les rituels aident à garder, maintenir ce sentiment de cohésion. Je t'appelle après avoir fait telle chose ou je sais ce que tu vas faire à telle heure, je sais où tu en es dans ton organisation, donc ça me permet de t'envoyer un WhatsApp en te disant je sais que tu vas prendre la route, je pense à toi, et je crois que cette phase-là est souvent négligée. L'un des socles de la communauté de vie, ce sont les habitudes communes. Et je crois que l'une des choses qui permet au couple de tenir, de durer dans la distance, ce sont ces rituels qu'on construit qui servent de cadre là où on n'a plus de maison et là où on ne se touche plus, on n'a plus de maison tous les deux. Et pour moi, après arrive la dernière phase pour les couples qui se retrouvent. Il y a l'excitation et l'appréhension de se retrouver. Alors attention, parce que je pense qu'il y a l'excitation de se retrouver est très forte et l'envie de se retrouver, et ça donne beaucoup de sentiments de
nouveautés, de choses qui redémarrent et tout ça. Mais il y a quand même là aussi une petite phase de réajustement. Non, mais on n'est pas encore retrouvés là. Ah ouais? Nous avant retrouvailles là. Ah non, mais c'est bon. Donc, Avant il y a les retrouvailles, on attend les retrouvailles. non, mais moi, alors, Frédéric, et de toute façon, vous l'aurez compris dans nos vidéos, c'est une répartition très atypique des rôles. Frédéric est plus romantique et plus sentimental que moi. Et c'est pour ça, en fait, que de nous deux, il est celui qui trouve que le stratège et le calcul, ça fait chier. Alors, moi, je trouve que c'est très bien, ça permet d'aller où on va. Moi, toujours, avant qu'on se retrouve, je suis excitée. À l'idée qu'on se retrouve, je suis impatiente, je le vois déjà, j'arrête pas de lui dire, n'oublie pas d'aller te couper les cheveux avant de me retrouver, n'oublie pas de faire telle chose, etc. Mais j'appréhende. Parce que je sais très bien qu'au moment où on va se retrouver, il va falloir lui faire de la place et il va falloir qu'il trouve sa place. Parce qu'il y a de toute façon un gap entre la place que celui qui est resté, la plupart du temps, ben, c'est moi qui suis resté. Non, en fait, je suis restée une seule fois. Non, oh, c'est pas... Non, il n'y a eu qu'une seule fois, il y a eu un resté avec retour. À chaque fois, ça a toujours été... Rester avant de te retrouver. C'est ça, c'est la fois... Voilà. Et pour moi, il y a toujours un gap entre le moment... C'était un déménagement après. Exactement. Le moment où... Il y a toujours un gap entre l'espace qu'on ménage à l'autre, mais l'espace que l'autre va prendre. Et moi, j'ai l'impression que plus le temps de séparation est long, plus c'est long d'arriver à trouver la place à l'intérieur du quotidien quand on a été séparés. Moi, je pense que alors, il y a deux phases. Soit un retour à la maison. Donc là, c'est ce que tu disais, tu reviens, mais les choses ont bougé en fait sans toi. Les enfants ont grandi, ont pris des habitudes et tout ça, et toi tu reviens et puis tu perds un peu pied parce que les enfants fonctionnent en fait. Une fois que les enfants t'ont dit bonjour, ça va et tout ça, ils sont contents de te voir, ils continuent à fonctionner, ils vont pas faire marche arrière d'un an. Bon. Et le deuxième scénario, c'est quand c'est finalement celui qui est resté, par exemple, à la maison et qui vient rejoindre. Et là, c'est dans l'autre sens, parce que à ce moment-là, celui qui est déjà installé, il a déjà une vie. Dans le sens où il a déjà ses habitudes, sa routine, enfin, il va bosser, etc. Enfin, donc voilà, donc quand tu arrives, il va pas rester 3 semaines sans travailler pour t'aider à t'acclimater, etc. Il continue à avancer, le matin il se lève, il va travailler, et là, à ce moment-là, toi, tu n'as pas encore de repères, tu n'as pas encore retrouvé tes activités. En fait, la deuxième phase d'ajustement est pour moi plus dangereuse au sens comprenant des dangers pour le couple que la première phase. Parce qu'en fait, la première phase, on sait généralement que ça va se terminer. En fait, cette phase-là, on va en sortir. Sauf que la deuxième phase, ce qu'on se dit, c'est... Enfin, il faut qu'on retrouve notre quotidien, il faut qu'on retrouve notre vie, il faut qu'on retrouve notre dynamique. Et je pense, Frédéric et moi avons vécu plusieurs séparations, je pense que la véritable erreur, c'est de se dire, il faut qu'on retrouve notre quotidien. Parce qu'en fait, on a été séparés. On a chacun pris des habitudes différentes. On a grandi, on a mûri. Il faut créer un autre quotidien. C'est plus excitant que prévu, ce petit sujet-là. Ouais, mais c'est... En fait, je m'étais jamais vraiment posé projeter là-dessus parce que, enfin, pas globalement, nos expatriations se sont globalement toujours bien passées, on a toujours été contents, ça a toujours été un souhait de bouger, de faire des trucs. Mais il faut être honnête, on a connu des moments où c'était tendu. Parce qu'on n'était pas d'accord, parce qu'on voyait pas les choses de la même manière, parce qu'on voyait plus de toute façon certaines choses de la même manière, enfin... Et pour moi... Et ce que tu disais, tu as raison aussi, c'est que pour ne pas perdre le pied, tu essaies de garder le contrôle, garder ce que tu connaissais et contrôler certaines choses que tu contrôlais avant, mais finalement, tu peux plus les contrôler parce que de toute façon, t'es pas là. C'est fini, tu t'es pas là. Tu t'es pas là et il a fallu que la vie continue. Et aujourd'hui, avec le recul, Frédéric et moi considérons cette expatriation, cette séparation comme la plus complexe que nous ayons vécue. Maintenant, avec le recul, je suis capable de dire que plus il y a de paramètres qui vont bouger, plus ça sera compliqué en fait.
En fait, dans cette séparation-là, on a tout changé. On a changé de continent, on a changé de langue, on a changé de fuseau horaire, changé de système de santé, changé de système scolaire, on a changé, en fait, tout a changé. Du coup, on a dû, les enfants et moi, réinventer une vie complètement. Et quand tu es arrivé, en fait, tu as trouvé tout qui était changé. Et c'est ça qui a fait que ça a été plus complexe. Et donc, on n'est pas du tout naïf sur la complexité qu'il y a à se retrouver, même quand on parle du postulat. Dans celle-là, c'est que c'est la première qu'on fait dans ce sens-là, qu'on ait fait dans ce sens-là, à la mesure où d'habitude, indépendamment de tous les éléments que tu as évoqués, d'habitude, c'est moi qui partais pour un projet professionnel et tu venais me rejoindre, etc. Là, et comme tu avais, ça fait un moment que tes activités sont exportables un peu partout, donc ça semblait, en tout cas professionnellement, plus facile. Ça semblait, je ne dis pas que c'était le cas. C'est la première qu'on ait fait dans ce sens-là. Donc, ça m'a demandé... Frédéric, c'est l'ajustement le plus difficile. Ouais, ça m'a demandé une révision de la matrice totale. Et à ça venait effectivement s'ajouter le fait que c'était un pays différent, des habitudes différentes, des fonctionnements différents. Et après, une fois qu'on a passé tout ça, on s'éclate. Mais c'est... Oui, il faut être... En fait, moi, je pense qu'il faut être patient. Alors, ça peut paraître bateau, mais il faut être patient. Si. Et il faut savoir que ça va, que ce sera complexe. Voilà, exactement. Il faut pas se dire... Ce sera la lune de miel. Exactement, c'est ça. Complètement. Il faut être lucide sur le fait que oui. Le changement peut être compliqué pour l'autre. Oui, mais en fait, peut être compliqué pour les deux. Et je pense que ce qui rend les retrouvailles chez certains couples compliqués, c'est qu'on est tellement dans l'idéalisation du moment où on va se retrouver, où on va être content, etc. Alors que dans la vérité, il y a des crispations, en fait. On doit être content de se retrouver. Il y a forcément des crispations lorsqu'on se retrouve, enfin... Et puis, il y a aussi... Frédéric et moi essayons de ne pas le faire, de ne pas reporter de conversations importantes, etc. Mais moi, quand j'arrive, j'ai en tête les conversations sur lesquelles je pense qu'on n'est pas allé au bout. Donc, je sais que on va être tous les deux et on va aller au bout. Donc, en fait, c'est normal pour moi et je suis d'accord avec Frédéric sur la patience. Et là, pour le coup, je trouve pas que ce soit bateau. En fait, moi, je déteste ces expressions du genre, les couples, ça aide des hauts et des bas parce que ça fait souvent les gens rester pour des merdes qu'ils ne devraient pas accepter. Si. Eh bien, là, pour le coup, je trouve que dans le cadre des retrouvailles, faut arriver en acceptant que ça demande du temps de se retrouver. Et même, en fait, moi, je me suis rendu compte que Frédéric ne vit pas les séparations comme moi. Quand on est séparés, je parle moins, je communique moins parce qu'en fait, je me concentre. Non, pas moins. Beaucoup moins. C'est vrai. C'est pas moins. C'est vrai. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Je me concentre, enfin, j'ai 4 enfants, on a un business qu'il faut qu'on fasse tourner, j'ai pas le temps, en fait, de m'asseoir et d'avoir mal et de lui dire voilà comment la journée s'est passée parce que tout le temps que je vais lui passer à lui décrire l'intégralité de ma journée, je vais me rappeler à quel point il me manque, là où il n'est pas comme moi, où il me parle, où il communique énormément et donc en fait ça crée une dissonance. Donc maintenant avec le temps j'ai été capable après la première séparation de lui dire attention je sais pas faire en fait, tu as l'impression que je suis froide, je suis pas froide, je t'aime, j'ai hâte de te retrouver mais je ne sais pas donner plus parce que je vais me liquéfier. Et donc, en fait, quand on se retrouve, c'est pareil, il me touche tout de suite. Mais je n'arrive pas, en fait. Pour moi, c'est compliqué et il a fallu que j'arrive à lui dire, c'est pas toi, donne-moi le temps d'apprivoiser le fait d'être de nouveau en ta présence. Il est grand, il est imposant. Mais quand j'ai passé 6 mois seule dans l'habitacle de ma voiture avec mes 4 enfants, en fait, l'avoir à côté de moi, j'ai besoin de prendre le temps de retrouver ma place dans l'espace, de l'accueillir dans l'espace. Ça demande vraiment chez moi, ça demande vraiment un cheminement. La première nuit, je lui touche juste les pieds et après je vais vers lui, mais c'est parce qu'on a un niveau de communication qui est extrêmement élevé qu'il arrive à ne pas interpréter ça comme je ne suis pas le bienvenu, je ne suis plus aimé, je ne suis pas attendu. Je suis d'accord. C'est
il y a quand même un truc qui est important, c'est... alors, on l'a moins vécu dans celle-là, mais on l'a vécu dans les autres. C'est, pour être, en étant un peu péjoratif, mais c'est pas le but, c'est le conjoint qui suit. Parce qu'en fait, celui qui va pour un projet professionnel, en fait, une fois qu'il est rentré dans le cadre, eh ben, il a retrouvé ses habitudes, il a rencontré des gens, il a une vie sociale, etc., etc., etc. L'autre, quand il arrive, c'est ce que je disais tout à l'heure, celui qui a commencé à bosser quelques mois avant, il va pas prendre 15 jours de congé ou quoi que ce soit, donc il continue le matin à se lever, aller au boulot, etc. Et l'autre se retrouve dans un environnement où il connaît personne, pas de vie sociale pour l'instant, pas de cadre, donc c'est éventuellement aller emmener les enfants à l'école, les récupérer, le reste du temps rester seul dans la maison, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut appréhender et qui nécessite aussi que celui qui est déjà un peu installé, il faut s'obliger, s'obliger à faire certains efforts, à venir, à rentrer plus tôt certaines fois, parce qu'il faut que l'autre puisse s'habituer et trouver une vie sociale rapidement, quoi. Bon, alors là, on a fait un grand saut parce que le sujet de l'expatriation nous passionnait, mais du coup, comment on fait pour rester amoureux alors qu'on est à distance et qu'on a le téléphone et la visio? Comment, pour toi, à quoi ça tient? Est-ce que tu es capable de dire comment moi je fais pour que tu te sentes aimé quand je suis à distance? Parce que moi, je sais ce que tu fais quand on est à distance. Alors, je sais que ton mécanisme de défense, c'est de te recroqueviller sur toi-même et de limiter la parole, la discussion, les échanges et les partages de décisions. Et je sais que tu fais des efforts parce que tu sais que j'en ai besoin pour pouvoir me faire participer à la vie de famille, alors que tu aurais pu faire tout seul, mais me faire participer, échanger, enfin discuter, etc. Alors, pour répondre à ta question, en fait, il faut arriver même à distance, à montrer à l'autre qu'il a encore la place. Qu'il a encore la place et que de toute façon, il n'y a pas de doute à avoir, etc. Et c'est le moyen parce que on peut pas s'empêcher en étant à distance mécaniquement, on est éloigné, en fait, indépendamment de l'éloignement physique, mais on est éloigné sentimentalement et autres. Enfin, il y a des moments intimes, mais sentimental et autres, on n'a plus, en fait. Donc, le sentimentaux, pardon, qu'on n'a plus. Donc, il faut arriver à rassurer l'autre et en tout cas à lui faire savoir que rien n'a changé, quoi, en fait. Moi, je suis assez d'accord avec Frédéric. Je pense qu'on part du postulat que émotionnellement, on est indépendant et autonome l'un et l'autre. On est autonome émotionnellement. Cela n'empêche pas que, même sans me dire qu'il en a besoin, cela n'empêche pas que je fasse l'acte de le rassurer et de lui montrer que de toute façon, en fait, rien ne change, que sa place est là. Pour moi, c'est extrêmement facile parce que le langage de l'amour de Frédéric, c'est faire des choses pour les gens qu'il aime. Et son langage secondaire, c'est passer du temps de qualité. Donc, mécaniquement, Frédéric laisse très très peu d'espace, en fait. Quand il n'est pas là, mais il est là. Enfin, il était en Martinique, j'étais seule à la Réunion avec les enfants, j'ai jamais commandé une bonbonne d'eau, je me suis jamais occupée de l'électricité, de l'eau, du gazon. En fait, son langage de l'amour, c'est faire. Et du coup, eh bien, je continue, en fait, à distance, à me sentir aimée parce que dans le quotidien, il est là. Les enfants se lèvent le matin et disent « Oh, papa a commandé l'eau » ou « Je vais chercher telle chose, il m'a fait livrer telle ou telle chose. » Et comme son langage de l'amour, c'est passer du temps de qualité, eh bien, quand il va aller au boulot ou quand il va sortir du boulot, qu'il aura du temps seulement à lui parce qu'il sait que je déteste quand je suis au téléphone avec lui, qu'ils sont en train de dire bonjour aux gens. Enfin, moi, j'ai pas besoin de conversation interminable, j'ai juste besoin de conversation avec lui. Eh bien, il va m'appeler à un moment où il est dans sa voiture, où il est tout seul. Donc, je me sens aimée.
dans ces moments-là. Et pour moi, ça, c'est vraiment un gage de réassurance. Et pour mon langage primaire de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Donc, en fait, je continue au jour le jour à lui dire, enfin, que je l'admire, à lui prouver que je l'admire, à le solliciter sur des choses qui, selon moi, ne peuvent être résolues, entendues, comprises que par lui. Et je pense, encore une fois, je sais que j'en parle beaucoup, mais je pense que ça, connaître le langage de l'amour de l'autre rend les choses plus simples. Comme il sait que c'est, et mon langage secondaire de l'amour, c'est le toucher, je les touche vraiment énormément. Si bien qu'en fait, le deuxième jour, le jour où on se retrouve et le jour où je le touche, ou presque je le touche à rentrer dans lui, il est sûr, en fait. Il est sûr d'être aimé. Quand on est en visio, je fais partie des gens complètement débiles qui touchent l'écran, parce qu'en fait, mon langage, c'est le toucher. Et donc, je pense que c'est fondamental de connaître le langage de l'amour de l'autre de façon à être en mesure d'identifier les signaux qu'il nous envoie et d'être capable de les accueillir, même si ce n'est pas forcément ce dont nous aurions besoin. Quand on s'est rencontrés, pour nous, ça a été un vrai problème que son langage de l'amour, ce soit de faire des choses parce que je suis extrêmement indépendante et je trouvais qu'il m'envahissait, en fait. Je trouvais qu'il prenait de la place dans ma vie et qu'il avait besoin de prendre le contrôle de ma vie alors qu'en fait, il voulait juste m'aimer. Et il a fallu que je comprenne ça pour accepter ces choses-là comme étant des marques d'amour. Ensuite, il y a une autre chose que j'ai comprise, c'est tout ce que nous avions l'habitude de faire de façon non verbale, il faut désormais le faire de façon verbale. Je me recroqueville quand on est à distance parce que je mobilise l'intégralité de mon énergie. En revanche, je dis plus je t'aime que d'habitude. Je suis celle qui dit, tu me manques, j'aurais aimé que tu sois là. Je vais pas dire beaucoup de choses, mais je vais juste l'appeler pour lui dire, enfin, je donnerai tout pour être dans tes bras. Ça suffit parce qu'en fait, j'ai dit quelque chose qu'en temps normal, je ne dirais pas autant et avec une telle fréquence. En fait, accepter l'idée de faire passer en mode verbal ce qui était non verbal, quitte à ce que le verbal habituel perde de l'importance dans les interactions. Quels sont les dangers des relations à distance? Les dangers sont induits par la distance, par l'éloignement et par le fait de ne plus pouvoir passer autant de temps ensemble. Donc, mécaniquement, il faut pas que cet éloignement physique temporaire, qui est temporaire, Qui est censé être temporaire, parce que certains vivent séparément. Et il faut pas que cet éloignement devienne un éloignement sentimental et un éloignement non plus de fonctionnement, en fait. On doit, enfin, les bases doivent être suffisamment solides du couple pour que même quand on n'est pas sur le même continent, qu'il y a pas de place pour quoi que ce soit, parce que faut pas oublier que... Quoi que ce soit, ou tu veux dire qui que ce soit? Non, je disais quoi que ce soit, mais j'allais rajouter, il faut pas oublier qu'il peut y avoir qui que ce soit, c'est ce que j'allais dire. Je pensais réellement quoi que ce soit, parce que... Quand tu n'as pas vérifié la batterie de ta caméra avant le tournage et que tu dois finir avec ton iPhone. Je ne crois pas qu'il y ait plus de danger pour le couple à distance que pour le couple présent physiquement. Je crois qu'un couple fort, je crois que la distance, c'est OK pour les couples équilibrés et forts et les couples qui communiquent de façon efficace. Et je crois que la distance, ça ne fonctionne pas quand ça ne fonctionne pas, en fait, dans le couple. Je ne crois pas que la distance, d'accord, je ne crois pas que la distance puisse arranger une situation, mais je ne crois pas qu'il y ait des dangers spécifiques de la distance. En fait, la distance peut faire découvrir des choses qu'on ne voyait pas quand on était ensemble. Mais c'est pas forcément que le couple avait des problèmes ou quoi, ou en tout cas que les problèmes n'étaient pas identifiés, le couple était heureux, il n'y avait pas de problème, enfin les gens n'avaient pas de difficultés, etc. Et le fait d'être à distance
fait ressortir des soucis de communication qui étaient réglés Par le non-verbal. par le non-verbal et le fait d'être ensemble, en fait. Donc, je dis une bêtise, ouais, j'ai été en retard au rendez-vous, je te dis, viens, allons prendre un pot, allons manger, et puis on passe à autre chose. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose si, eh ben, à cause du décalage horaire, on se retrouve à ne pas pouvoir s'appeler pendant 3 jours parce que ben, ça correspond pas à... On a vécu un moment avec 8 heures de décalage horaire. Quand tu as raté le bon créneau, tu as raté le bon créneau, en fait. C'est au rendez-vous demain. Donc si c'est... Mais ça ne veut pas dire que le couple avait déjà des problèmes. En tout cas, ils n'étaient pas identifiés comme étant des problèmes. Donc la distance peut être Un catalyseur, en fait. un catalyseur ou un déclencheur de certaines choses, en fait. Mais et là, les gens sont surpris, mais ils n'avaient pas de problème, en fait. En tout cas, c'était pas identifié comme tel. Et ma dernière question, que tu vas détester. Et qu'est-ce qui se passe pour l'intimité du couple dans la distance? Quand ta fille me dit je t'aime, je te dis je t'aime. Ça s'arrêter à ça comme intimité. Hein? Après, il faut essayer d'entrecouper la longue période par des vacances, des week-ends, des moments de retrouvailles physiques. Mais il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas... Hein. S'il y a, c'est qu'il y a une troisième ou une quatrième personne. Hein? Donc, il n'y a pas. Enfin, il faut tenir bon. Bon. Mais... On peut aussi faire preuve de créativité, mais je suis assez d'accord avec Frédéric. Pour nous, en tout cas, dans les choix que nous, on a fait sur le fait de s'aimer à distance, l'introduction d'autres personnes dans la mécanique de notre couple ne fait pas partie des options. On a fait le choix de la fidélité et on s'organise. Ce qui rend la distance plus facile, ce qui rend la séparation et le temps de séparation plus facile, c'est si on a l'impression que c'est pour quelque chose de mieux après. Ou en tout cas de différent ou ce vers quoi on avait envie d'aller. Donc ça rend les choses... À chaque fois qu'on est parti, c'était parce qu'il y en avait un de nous deux qui allait chercher quelque chose de plus intéressant, de plus grand pour lui, mais également pour le couple, pour la famille, etc. Donc, ça rend la notion de sacrifice plus facile à supporter. En se disant, bon, c'est un moment, on doit passer un moment et puis on le passe, quoi. Donc voilà, maintenant parce que ça arrive que ce soit pas aussi simple que ça, parce que ce soit par exemple un départ professionnel contraint. Donc l'autre n'avait jamais prévu de partir et puis il se retrouve piégé, pas piégé, mais enfin bref, il est obligé d'y aller ou je sais pas, sinon il perd son boulot, des choses comme ça. Et donc, si même celui qui part, pour lui, c'est pas un truc intéressant, il n'est pas bien dans ça, etc. Enfin, à l'arrivée, on se retrouve dans une situation où aucun des deux, tout le monde est malheureux, et là, ça peut péter. Ou il faut peut-être vite faire un choix en se disant, bon, qu'est-ce qui est plus important, mais c'est facile à dire assis là. Moi, je pense que nous, on a quand même eu de la chance parce que à chaque fois, on était dans un projet qui nous paraissait plus intéressant, plus grand, plus ambitieux, etc., etc. Donc voilà. Mais avant de vous laisser, laissez-moi vous dire qu'on a beaucoup emphatisé sur les écueils, les challenges, les aspects négatifs de l'amour à distance. Moi, ce sont des périodes que j'aime bien, en fait, parce que ça nous oblige à réviser les fondamentaux. Ça nous oblige à dire ce que d'habitude on ne prendrait pas la peine de dire. Ça nous oblige à être plus efficace sur notre communication. Le silence que je laisserais passer en temps normal, quand Frédéric est à côté de moi, je dirais, là il y a eu un silence, je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose, dis-moi ce qui se passe. Et puis j'aime aussi toutes ces petites attentions qu'on est obligé d'avoir, parce qu'il n'y aura pas le moment où ce soir on va se retrouver. J'aime les WhatsApp, les SMS, j'aime les petites attentions que tu m'envoies à distance, et j'aime
l'espèce de croissance inévitable du couple qu'il y a lorsqu'on traverse la distance. On a toujours grandi, on se connaît toujours mieux, la dynamique entre nous. Et ce qui fait que pour moi, on a réussi à traverser la complexité de nos dernières retrouvailles, c'est que, encore une fois, on avait compris des choses sur nos fonctionnements respectifs, sur nos attentes, sur nos ambitions, sur nos vulnérabilités. Et ça, je trouve qu'il n'y a que la distance qui nous permet de le faire, parce que la distance nous oblige à verbaliser, à condition évidemment qu'on veuille continuer ensemble, parce que si on ne veut pas en verbaliser du tout, on se dit va te faire foutre et on arrête. Mais je trouve qu'à condition qu'on veuille, ça a quelque chose d'assez shakespearien, moi je trouve, comme expérience. Je trouve ça assez chouette. Moi je suis assez frétillante à l'idée de savoir que je vais te retrouver, que tu auras la barbe fraîchement coupée, tes cheveux fraîchement coupés, probablement un sweater et une paire de Air Force One. Enfin, moi j'aime bien ces moments-là, et j'aime bien aussi voir l'étincelle dans ses yeux qui dit waouh, je ne m'étais pas trompée, c'est vraiment elle et rien n'a changé. J'adore me préparer avant de le retrouver comme une adolescente, et ça pour moi ce sont des trucs que seule la distance me permet de vivre. Et tu vois, peut-être que ça recoupe ce qu'on disait au sujet de la routine dans la vidéo, où on parlait de la routine et des habitudes. En fait, ces moments-là induisent du rythme. Tu vois, quand je prépare ma valise avant de venir te retrouver, tout est hyper stratégique. Je sais exactement ce que je veux mettre parce que tu aimes telle couleur, parce que tu aimes telle forme, parce que tu aimes telle chaussure. Enfin, ça a quelque chose d'hyper romanesque de se retrouver. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon amour? Non, c'est bon. Bon, eh bien, on vous laisse, on vous retrouve pour notre prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.